Bonjour à tous. Donc, je vous remercie d'être présents pour ce webinaire sur le rôle de l'ergothérapeute auprès des personnes âgées et dénutries. Et là, du coup, c'est organisé plus particulièrement dans le cadre du parcours Dénut. Je fais un bref rappel puisque je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas si le parcours Dénut, ça parle à tout le monde. En fait, Dénut, c'est une expérimentation, un parcours expérimental dans lequel les personnes âgées de plus de 60 ans qui sont dénutries à domicile vont pouvoir bénéficier d'un parcours de prise en charge qui va être coordonné par l'infirmier. Et dans ce parcours, donc l'intérêt pour le patient, c'est qu'il va pouvoir bénéficier sans frais supplémentaires d'interventions diététiques et d'autres interventions non conventionnées comme d'interventions d'ergothérapeute à domicile. Désormais, il y a une dizaine d'inclusions, donc une dizaine de patients qui sont rentrés dans le parcours et que donc voilà, les inclusions se poursuivent et que les premières prises en charge ont été fructueuses. Enfin, les patients ont bien apprécié le parcours et les interventions des professionnels à leur domicile. Voilà. Donc ça, c'était pour le parcours. Et du coup, Noémie a mis sur son PowerPoint le petit logo d'Enut et le logo aussi de l'URPS Infirmiers Libéraux qui porte le projet et le logo de la SRA Nutrition qui coporte également ce projet. Voilà, donc je vais laisser la parole à Noémie, qui est ergothérapeute, qui va se présenter pour ce webinaire. Donc, c'est bon? Oui, merci. D'accord, ok. Donc, du coup, aujourd'hui, en fait, on va parler un peu du rôle de l'ergothérapeute qui est des fois, en fait, méconnu. Donc, je vais partir, en fait, d'expériences un peu vécues dans le cadre de mon travail depuis quelques années. Alors, par contre, pourquoi je n'arrive pas à passer? Ah, voilà. Donc, juste pour me présenter rapidement, en fait, moi, je suis ergothérapeute depuis maintenant 20 ans. Donc, je suis en activité mixte, j'ai un temps salarié et un temps en libéral. Et mon parcours, en fait, a été essentiellement auprès des adultes et des personnes âgées, donc avec tout type de pathologie. Et donc, la dénutrition, je l'ai rencontrée plusieurs fois au cours de mon parcours. Et quand j'étais au CHU à Nantes, j'ai eu une formation sur tout ce qui était trouble de la déglutition et comment on pouvait aborder le repas autour des personnes vulnérables. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu mon parcours et donc les formations complémentaires en fait que j'ai pu faire. Donc je suis formée à l'ETP, voilà, et à la validation de la communication pour les personnes âgées désorientées. Voilà un petit peu mon parcours. Alors, donc dans un premier temps, en fait, très souvent, les gens ne connaissent pas l'ergothérapie. Donc, un ergothérapeute, qu'est-ce que c'est? On fait partie des professionnels de santé, tout comme nous sommes classés dans les techniciens, soignants techniciens, enfin paramédicaux, et donc avec les orthophonistes, diététiciens, kinésithérapeutes, psychomotriciens. Voilà. Donc, on est considéré professionnel de santé, donc on fonde notre pratique sur l'activité humaine et la santé. Donc, notre objectif, en fait, c'est qu'on va accompagner les gens pour maintenir, restaurer ou permettre les activités humaines de manière sécurisée, autonome et efficace. Ces gens-là, souvent, ont une interruption, en fait, dans leur pratique de leur quotidien, soit par une maladie qui va s'installer peut-être durablement ou qui est passagère et qui va diminuer leur capacité physique ou cognitive, mais ça peut être aussi des handicaps. Donc, on dit de maintenir quand on sait en fait qu'il va y avoir une évolution régressive. On va restaurer si on sait que c'est quelque chose qui a une possibilité de récupération. Et donc, l'objectif quand même, c'est toujours de le faire de façon à ce que la personne ne se mette pas plus en danger en s'essayant à agir, plutôt qu'à rester immobile et à attendre qu'on le fasse pour elle. Donc, on le fait soit sous forme de prévention, soit en essayant de réduire les situations de handicap ou en les supprimant complètement par des compensations. Et on va à chaque fois, en fait, intervenir auprès de la personne de façon individuelle. C'est-à-dire qu'on va vraiment questionner ses habitudes de vie à elle et voir son environnement. Parce qu'en fait, toute personne féminine qui va être secrétaire ne travaille pas dans le même environnement. Un homme ne fait pas, enfin tous les hommes ne font pas le même travail, n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les enfants c'est pareil, enfin voilà. Donc on est vraiment sur des choses individualisées.
Et donc, on va intervenir par des phases soit de rééducation si on a capacité, il y a des possibilités de récupération. Si on sait que la maladie ou le handicap va rester, on va préconiser des aides techniques qui peuvent être après des assistances technologiques ou humaines ou du petit matériel. Et quelquefois, en fait, la modification du matériel peut, ou modifier la façon de faire de la personne va lui permettre de se remettre en activité et faire selon ses besoins et ses objectifs à elle. Voilà. Donc là, je vous ai mis la définition de l'Association des ergothérapeutes de France, en fait. Si jamais vous ne savez pas s'il y a des ergothérapeutes autour de vous, donc on a un annuaire dans le parcours des NUT, mais il y a aussi sur le site de la NFE, vous avez un annuaire des ergothérapeutes en France. Voilà. Donc, si on cible un peu plus le rôle de l'ergothérapeute dans le parcours des NUT, notre première action va être en fait un recueil des besoins et des perceptions de la personne parce qu'en fait, entre la personne qui observe, donc souvent l'aidant, et le prescripteur, on va en fait souvent retrouver des choses qui vont être relevées par ces personnes-là et la personne qui vit la situation ne le vit pas du tout de la même façon. Et elle va avoir des fois d'autres préoccupations. Donc moi, dans ma pratique, il y a beaucoup d'ergots qui le font aussi, moi j'utilise le modèle conceptuel de rendement occupationnel. En fait, on va lister avec la personne les différents centres d'intérêt dans ses activités quotidiennes et puis on va lui demander si elle est satisfaite ou pas de ce rendement, c'est-à-dire est-ce qu'elle les utilise en fait dans une échelle de 0 à 10, combien de fois elle va les utiliser et est-ce qu'elle est satisfaite dans la façon de les faire. Et puis après, quand on aura listé tous ces besoins-là, on va lui demander de les hiérarchiser et de nous dire quel est le point le plus essentiel. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis après, on va avoir des évaluations avec des bilans standardisés, fonctionnels, cognitifs, de l'environnement, où là, on va évaluer en fait les capacités concrètes de l'épaule, de la manipulation au niveau des mains, de la force. Au niveau cognitif, c'est est-ce que la personne elle se rend compte que c'est l'heure du repas? Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle est devant un repas? Est-ce qu'elle reconnaît les aliments? Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va évaluer. La plus grande partie se fait quand même par observation et mise en situation d'activité. Rien de tel que de voir quelqu'un face à un repas, comment il l'aborde, comment il s'installe et comment il prend son repas et quel plaisir il a en fait dans son activité. Et puis après, notre rôle va être soit un rôle de rééducation, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a possibilité de rééduquer pour reprendre de bonnes habitudes. Il y a le réentraînement, donc ça va être remettre la personne en situation réelle. Et puis après, il y a la réadaptation si on doit compléter par des aides techniques. Voilà. Donc, des évaluations, quand tout à l'heure je vous parlais par exemple, des capacités physiques, on va avoir en fait des évaluations autour du repas, on évalue aussi l'équilibre parce que le repas, en fait, ce n'est pas une activité qui se fait seulement face à la table. Il y a toute la préparation avant. Ça va être de tout mettre le couvert sur la table, mais ça va être de préparer les aliments, s'il faut les éplucher, les couper, les mettre à cuire. Donc, ça veut dire aussi se déplacer avec des plats qui peuvent être chauds ou pas, des bouteilles, des contenants avec diverses formes et différents poids. Et puis aussi, après, il y a toutes les manipulations, donc tenir, couper, transvaser, ouvrir un opercule, la porte du micro-ondes. Souvent aussi, quand il y a le portage des repas, c'est ouvrir la valisette, qui sont toutes différentes, avec des poids différents, des poignées assez complexes des fois. Et puis, dans les capacités physiques, il y a aussi toute la posture autour du repas. Comment la personne se tient à table. Certaines fois, en fait, en fonction des pathologies, on ne pourra pas laisser quelqu'un dans un fauteuil roulant. Quelqu'un qui s'assoit à table pour manger et qui a une hémiplégie, on ne va pas l'installer de la même façon que quelqu'un qui n'a pas cette problématique-là. On a l'évaluation aussi des capacités cognitives. Donc, très souvent, c'est les fonctions exécutives qu'on bilante en ergo. C'est pour savoir, en fait, si la personne elle est capable d'anticiper, d'initier, en fait, un mouvement ou d'initier une tâche en fonction de son besoin. Est-ce qu'elle le planifie bien? Parce qu'on peut en fait ouvrir un micro-ondes et puis mettre quelque chose dans le micro-ondes et ne pas avoir
Par exemple, enlever ce qui va être J'ai vu des fois des gens mettre l'assiette avec la fourchette dans le micro-ondes. Donc, c'est voir en fait dans la planification, il n'y a pas d'erreur. Et puis après, préparer ou réchauffer, faire cuire. Enfin, on teste un petit peu tout ça. Et puis, on teste aussi tout ce qui va être la notion du temps. Je vous montrerai aussi tout à l'heure, il y a des gens en fait qui mangent aussi par ennui. Et puis, des fois aussi, il y en a qui ne mangent pas parce qu'il y a l'orientation spatiale, en fait, c'est de reconnaître le lieu où ils sont en train de manger. Il y a des gens, en fait, quand ils sont au lit, ils ne veulent pas manger. Il faut les installer dans une cuisine, dans un lieu de repas, et ils vont manger. Voilà, donc tout ça, c'est à évaluer. Et puis, il y a l'environnement physique qui va avoir un impact, donc la table, la chaise, la pièce, le lit. Voilà, c'est plein de choses qui peuvent avoir qui peuvent freiner ou ralentir ou modifier la façon de prendre le repas. L'environnement social aussi est à évaluer parce que le repas est quand même une activité qu'on a au cours de notre vie, qu'on a très souvent partagée. Et donc, il y a une notion en fait d'accompagnement. Il y a quelquefois, en fait, il y a l'effet miroir. Ça donne de l'attrait, en fait, de ne pas manger seul. Et donc ça à tenir compte aussi. Et puis, il y a tout l'environnement sensoriel. Quand la personne prépare son repas, elle prend le temps de prendre conscience qu'elle cuisine pour elle, qu'elle va se faire plaisir, elle va doser, par exemple, le sel, le poivre en fonction de ses envies. Et quand on ne participe plus du tout à cette préparation au repas, venir simplement s'installer devant une assiette prête, et encore des fois, c'est dans des barquettes. J'ai vu des fois les gens ne pas reconditionner en fait le plat. On peut énormément perdre d'attrait pour manger. Et puis, il y a tout ce qui va être dans le temps de préparation, il y a le stimuli par l'odorat. Et ça va éveiller en fait les sens et ça va mettre en appétit. Donc voilà, il y a tout ça à évaluer. Voilà la globalité en fait de l'observation ergo. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent nos bilans. Donc par exemple, là, je vous montre une partie du bilan de l'équilibre de vie quotidienne. Donc les ergothérapeutes, on utilise ça. Donc, vous voyez, il y a par exemple un intitulé, c'est aller décrocher le téléphone lorsqu'il sonne. Mais nous, autour du repas, on va être très attentif à apporter un sac de provisions, mais ça va être l'équivalent en fait de se déplacer plusieurs fois avec par exemple un déambulateur. Comment la personne va aller de son frigo à la plaque de cuisson ou au micro-ondes avec le déambulateur? Est-ce qu'elle est capable de bien reculer, de ne pas perdre l'équilibre? Certaines fois, ça les met aussi en crainte et en fait, ils vont limiter ces déplacements. J'ai vu des gens manger froid parce qu'en fait, ils disaient, mais tout ce que ça demande avant, en fait, ça me stresse. J'ai tellement peur de tomber que je facilite, hop, j'ouvre la barquette sans la réchauffer, je la mange. Voilà. Et donc, il y a aussi mettre le couvert. Et à chaque fois, nous, c'est normal, adapté ou anormal. Adapté, des fois, on pourra le mettre, même si la personne, elle le fait avec un déambulateur. C'est vraiment, on va évaluer si la personne, elle le fait correctement pour elle et non pas selon nos critères à nous. Voilà, je vous montre aussi une partie d'un bilan modulaire en ergothérapie qu'on peut utiliser. Donc, nous, en fait, on peut, dans nos observations, par exemple, la personne, si elle doit préparer son repas, très souvent, en fait, on va se laver les mains, on va rincer, par exemple, un couvert, ou on veut faire sa vaisselle nous-mêmes. Les personnes, on va évaluer si elles sont capables ou pas d'ouvrir ou de fermer le robinet. J'ai vu des familles qui ont pu en fait modifier le robinet à la maison pour faciliter. Donc, plutôt que d'avoir 2 robinets eau chaude, eau froide, ils ont mis un mitigeur. Par contre, personne ne s'est questionné de savoir si la personne pour qui le mitigeur était installé, est-ce que cette personne-là, elle était capable de comprendre le fonctionnement? Voilà. Est-ce qu'elle pouvait du coup aller se servir elle-même un verre d'eau? Certaines fois, en fait, on s'est rendu compte que c'était un frein. Voilà. Et donc, je vous ai mis aussi les critères, par exemple, gérer l'horloge, être capable de lire l'heure. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Préparer, servir une boisson chaude. Qu'est-ce qui peut nous intéresser aussi? Voilà, pour la prise des repas, se servir à boire. Donc, c'est des choses qui sont plus en bas. Utiliser un verre, couper des aliments, servir à la cuillère ou à la fourchette. Voilà tout ce que l'on peut observer en tant qu'ergothérapeute.
Nos interventions après concrètes, après l'évaluation, ça va être en fait de travailler par exemple en fait, l'équilibre en situation réelle. On va progressivement, si par exemple on a évalué que c'était d'abord les manipulations qui étaient gênantes, on va travailler plusieurs exercices pour affiner les préhensions qui sont liées au repas. Donc ça va être les préhensions fines si on doit par exemple ouvrir un opercule, donc la key grip, c'est-à-dire l'opposition du pouce contre l'index avec une légère force et avec un contrôle asymétrique de l'autre main pour retenir le contenant. Ça va être des exercices qu'on va pouvoir travailler. Et puis après, les mettre en pratique. Donc, ça va être accompagner la personne pour qu'elle ouvre elle-même sa barquette, par exemple, ou travailler tout ce qui va être de couper la viande, remplir la fourchette, remplir la cuillère, amener à la bouche. On va travailler aussi avec le mobilier que la personne est là, en fonction de la table qu'elle a, de la chaise pour pouvoir s'installer. Voilà, il y a plein de choses autour de l'équilibre et de la posture que nous allons travailler. Il y a les capacités cognitives auxquelles on intervient. Pardon, je suis passée trop vite. Dans les capacités cognitives, on fait attention à ce que l'activité, enfin j'appelle ça une activité signifiante et signifiée. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait de l'intérêt pour la personne. Si la personne n'a jamais eu d'intérêt à cuisiner, on ne va pas chercher du jour au lendemain à remettre la personne à cuisiner. Si elle a eu par habitude de simplement prendre ses repas, on va lui permettre de prendre ses repas. Par contre, si elle tenait vraiment à préparer elle-même ses ingrédients, eh bien, on va en tout cas l'aider à participer à la manipulation. Il y a aussi, évaluer aussi la perception de la personne sur son besoin de santé, en fait. Par exemple, il y a des gens qui nous disent, par diminution d'activité, ils n'ont plus faim. Puisqu'ils ont l'impression de moins en faire, ils ont moins faim. Alors, il y aura peut-être un travail à faire sur une activité tout autre que la cuisine pour aider la personne, en fait, à se dépenser au cours de la journée pour créer un réel besoin de manger et de s'attabler avec un autre besoin que de se dire, voilà, c'est l'heure du repas, il faut que je m'attable. Voilà. Donc, et tout ça en gardant du sens pour la personne. Et puis, il y a aussi on va évaluer et intervenir sur qu'est-ce que la personne a retenu des différents intervenants. Parce que le médecin va avoir un discours au sein du cabinet avec ses arguments pour sa santé. L'infirmière va passer, elle, peut-être qu'elle sera là parce qu'il y a une plaie et en fait, elle va relier la dénutrition ou la nutrition liée à cette plaie. Il va y avoir la diététicienne, l'orthophoniste. Et en fait, nous, en tant qu'ergo, au moment où on va accompagner la personne au repas, en fait, on va faire le lien entre tout ce qui aura pu être dit et souvent, les gens sont sensibles à un discours plus qu'un autre. Donc, on va essayer de voir qui va être l'élément moteur et on va essayer de s'appuyer là-dessus, en fait, pour pouvoir être au plus près du besoin de la personne, mais aussi face à ses valeurs et à ses croyances, en fait. Voilà. Et puis, il y a aussi certaines fois, j'ai mis les aides techniques dans les capacités cognitives parce que on a souvent en fait l'idée de mettre en place ces aides techniques, mais des fois les personnes n'ont plus les capacités cognitives pour apprendre à intégrer une nouvelle aide technique au repas. Donc il y aura tout ça à évaluer. La capacité d'apprentissage de la personne, pour la personne, et puis après sa capacité à mettre en pratique. Et donc on interviendra sur l'environnement, les informations aussi aux aidants, parce que certaines fois en fait l'aidant par bienveillance, veut bien faire auprès de la personne. Et certaines fois, en fait, elle pense à la place de la personne et elle va freiner plus qu'aider. Donc, certaines fois, il y a besoin d'expliquer aux aidants le fonctionnement de la maladie ou le pourquoi de la réaction de la personne. Et puis, on a une meilleure adhésion. Alors, avec Lola, quand on a préparé le webinaire, on s'est dit qu'en fait, vous aviez tous en tête des cas concrets à la maison et pardon, dans votre activité. Et donc, on s'est dit qu'on allait partir de choses, de cas que moi j'ai pu rencontrer. Je vous ai à chaque fois résumé une histoire de vie, un peu un contexte. Et à chaque fois, je vous ai noté pourquoi la première fois j'ai rencontré cette personne. Alors, vous allez vous rendre compte que des fois, je suis intervenue une première fois pour une demande bien particulière et en faisant mon bilan, en fait, la MCRO, le recueil, en fait, des besoins de la personne, en fait, le repas est apparu, en fait, dans les besoins hiérarchisés.
Et on s'y est intéressé, on les a évalués et je vous ai mis un petit peu ce que nous avons pu mettre en place. Alors, une chose par contre, si vous voulez poser des questions pendant que je parle, vous pouvez. Il ne faut pas hésiter à me couper. Ouais, normalement, vous pouvez tous ouvrir votre micro si vous avez une question à poser. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. Non, c'est très bien. C'est bon? Ouais. Alors, donc là, on a nommé Monsieur Gourmand. Alors, Monsieur Gourmand, c'est quelqu'un pour qui moi, je suis intervenue à la demande C'était une sortie d'hospitalisation. Donc, ce monsieur, moi, je suis intervenue, ça faisait déjà 4 mois qu'il était rentré à la maison. Et donc, il y avait prescription du médecin rééducateur de l'hôpital pour un travail des capacités cognitives dans les actes de vie quotidienne. Donc, était nommé plus principalement l'agenda, le téléphone, la toilette. Donc, je suis intervenue à domicile. C'est sa femme qui m'avait contactée. Donc, le monsieur avait 67 ans, la dame 62. Donc, c'est un monsieur qui avait un antécédent de traumatisme crânien avec des séquelles cognitives. Au bout de 4 mois, en fait, quand je suis venue faire l'évaluation, sa femme me dit, il y a une problématique quand même. Mon mari, j'ai toujours l'impression qu'il se goinfre, mais en fait, il perd du poids. Je me rends compte que ses repas sont irréguliers. Et elle me dit, et en plus de ça, il fait des fausses routes quand je ne suis pas là. Voilà un petit peu le recueil de données que j'avais. Quand moi, en fait, j'ai fait mon évaluation, donc je me suis rendu compte que madame, malgré 62 ans, était toujours en activité professionnelle. Elle n'avait pas... elle allait avoir sa retraite 2 ans encore après, je crois. Et donc, monsieur, dans sa semaine, mangeait 5 fois semaine seul, donc tous les midis. Quand moi, je l'ai bilanté en planification, en manipulation, ce monsieur était très bien. Par contre, en fait, la prise d'initiative était absente et sa notion de temps écoulé était totalement perturbée. Donc, pour vous donner un exemple, par exemple, ce monsieur il était capable de prendre le téléphone, d'appeler sa femme à son travail en lui disant « Ça fait longtemps que tu es parti, moi j'ai faim ». Et sa femme lui disait en fonction de l'heure « Il faut encore patienter » ou alors elle lui disait « C'est bon, tu peux te mettre à table ». Voilà comment ça fonctionnait. Sa seule prise d'initiative, c'était le téléphone. Et en fait, on s'est rendu compte que monsieur, même si madame lui disait qu'il pouvait manger, il ne mangeait pas forcément. Moi, un jour, je suis arrivée en avance en fait à ma consultation et je me suis rendu compte que ce monsieur, en attendant que la journée se passe, il marchait tout autour de sa table de salle à manger. Mais il faisait vraiment il tournait en rond tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand il me voyait, c'était ah, enfin, je suis content, il y a quelqu'un qui vient me voir. Donc, il y avait quand même une notion un peu de solitude, perte de repère. Il ne savait pas, par exemple, depuis combien de temps il tournait en rond. Mais il disait quand même qu'il s'ennuyait. Et puis quand on a commencé un peu à parler autour du repas, lui, il m'a dit que si, il mangeait. Et il m'a quand même dit, je mange quand ma femme est là, j'attends qu'elle rentre. Et en fait, le soir, quand elle arrivait vers 17h30, 18h, quand il la voyait, c'était, j'ai faim. Et en fait, il ne mangeait pas le midi. Donc là, il se goinfrait, il se goinfrait. Donc elle le voyait comme quelqu'un qui mangeait énormément sur le temps de fin d'après-midi. Après, il ne s'en mettait pas à table vers 19h, parce qu'il n'avait plus faim. Mais par contre, ses apports, en fait, il mangeait bien le matin au petit déjeuner, le soir en grosse quantité et pas forcément de façon équilibrée. Il ne lui laissait pas le temps de cuisiner. Il mangeait tout ce qui était mangeable tout de suite. Donc, il m'a quand même dit aussi qu'il avait peur d'utiliser le four, les plaques et le micro-ondes. Alors, juste pour resituer un petit peu, en fait, quand il a eu son accident, donc son traumatisme crânien, ce monsieur, à cette époque-là, ils étaient en train de refaire leur cuisine. Il a été en fait hospitalisé 1 an et demi. Et quand il est rentré chez lui, la cuisine n'était plus du tout la même. Le four n'était plus le même et le micro-ondes n'était plus le même. Les plaques étaient les mêmes, mais il avait, en tout cas, il a eu beaucoup de mal à s'y adapter. Donc, les solutions pour ce monsieur. Nous avons, nous, en tout cas, testé la pendule 24 heures. Nous avons testé l'alarme de téléphone et nous avons testé l'enceinte connectée pour déjà soulager madame pour pas qu'il passe ses journées à l'appeler pour lui dire qu'il avait faim. La pendule 24 heures, je dirais qu'elle a été bien reçue au moment de la présentation. Après, dans l'utilisation même, j'ai pas trouvé ça très bénéfique.
En fait, il passait plus de temps à la regarder et il trouvait, en fait, comme c'était une pendule 24 heures, je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, on n'a qu'une seule aiguille. On ne va pas avoir l'aiguille des minutes. Et en fait, ce monsieur trouvait que ça n'avançait pas assez vite parce que lui, il avait pour repère qu'il y avait toujours une trotteuse. Et sur cette pendule-là, il n'y en avait pas. Donc, une fois, quand je suis arrivée, il était en train de démonter la pendule et il poussait l'aiguille pour que ça aille plus vite vers le repas. Donc, ce n'était pas très efficace. On a essayé l'alarme de téléphone et en fait, ce monsieur s'agaçait pour éteindre ce téléphone qui sonnait. Mais même s'il lisait repas, il y avait le son qui le perturbait. Et les enfants ont eu l'idée un jour d'essayer l'enceinte connectée. Alors, je n'étais pas contre du tout, je trouvais que c'était une bonne idée. Et un jour, pendant ma séance, en fait, l'enceinte s'est mise en route. On a prononcé quelque chose qui a fait que l'enceinte s'est mise en place. Et là, le monsieur s'est mis debout, extrêmement stressé, et il me dit, vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelqu'un chez moi. Et en fait, cette enceinte connectée qui était programmée pour lui dire avant les repas, il est l'heure de manger, le repas est dans le frigo. Ils s'étaient enregistrés, les enfants, et ils expliquaient, ils nommaient exactement les choses à faire. Et au début, ça fonctionnait les 2, 3 premiers jours et après, c'est devenu une crainte. Il y a eu cette sensation, cette perception d'une autre personne dans la maison quand il était seul. Donc ça, c'est pas ce qui a fonctionné le plus. On a fait quand même des séances aussi parallèlement d'entraînement à l'utilisation du micro-ondes. Et en fait, en capacité d'apprentissage, ça a très bien fonctionné. Et puis, on a terminé par l'emploi du temps. En fait, madame a vu avec son emploi à elle et elle a en fait découpé 3 journées sur 5 pour pouvoir rentrer le midi et manger avec son mari. Et les autres jours, en fait, elle préparait quelque chose qu'il avait juste à mettre dans le micro-ondes. Elle mettait un post-it le matin sur une assiette et il n'avait plus qu'à mettre au micro-ondes et ça fonctionnait mieux. Par rapport à ses fausses routes quand il était seul, on s'est rendu compte aussi que ce monsieur, en fait, pour pallier la solitude, allumait la télévision pour le repas. Sauf que là, en fait, c'était quelque chose qui le distrayait. Et en fait, il faisait des fausses routes sur des textures un peu plus semi-liquides, liquides, en fait. Mais c'était que pendant les repas. Donc, on a travaillé ça avec lui pour que le temps où il y était vraiment attablé, en fait, on éteigne la télévision. Et ça a fonctionné comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Non? Je continue. N'hésitez pas, hein, et sinon, il y a aussi le chat si vous voulez écrire quelque chose. Puis sinon, on pourra discuter ensemble à la fin. Ah, il y a Véronique. Oui. Moi, je voulais juste savoir sur combien de temps la prise en charge a été faite, parce que vraisemblablement, il y a eu des mises en place, des essais, des échecs, etc. Combien de temps Alors, pour ce monsieur, en fait, on a été autour du repas, pour travailler tout ce qui était autour du repas, je dirais que ça a pris 6 mois. Mais c'était un monsieur avec un traumatisme crânien. Donc, c'était assez long, en fait, de la capacité à mémoriser et à reproduire les activités seules. Voilà. Et il y a des gens pour qui on va intervenir 3, 4 fois. Et puis c'est lancé, en fait. C'est parti. Il y a un gros soutien quand même de l'entourage, des aidants. Là, il n'y avait pas d'aidant autre que sa femme et ses enfants, mais certaines fois avec les gens du portage de repas, avec la DMR, on peut avoir, quand même, on peut souvent trouver du soutien et qui vont faire perdurer ce qu'on va mettre en place en séance d'ergo. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Il y a une question aussi dans le fil de discussion. Bonjour, je trouve très intéressant le rôle de l'ergothérapeute. Je voudrais savoir à quel moment du parcours médical du patient vous intervenez et travaillez-vous en collaboration avec les diététiciens? Oui. Alors, donc, par contre, moi, je n'ai pas encore été sollicitée dans le parcours des NUT, mais dans mes interventions autres, quand il y a un diététicien dans un établissement, un foyer de vie ou un EHPAD, oui, très souvent, je contacte le diététicien parce que souvent, il y a eu un recueil de données sur ce que la personne, elle aime aussi. Il y a des choses qui sont évoquées et abordées lors de ces entretiens-là. Donc, dès que je le peux, oui, je le fais. Après, ce n'est pas toujours possible.
À quel moment du parcours médical du patient? Après, si je peux résumer, en tout cas, un ergothérapeute, vu tout ce que l'on veut connaître autour de la personne, on ne peut pas travailler seul. Ça ne tiendra pas dans le temps si l'ergothérapeute intervient seul. S'il ne fait pas de lien avec le kiné, avec l'orthophoniste, avec l'éducateur sportif, avec le médecin, enfin, s'il n'y a pas de transmission, enfin, ça ne perdure pas, ça ne tient pas dans le temps ce que l'on fait. Il y a une question aussi qui est sur à quel moment du parcours médical vous intervenez. Du coup, là c'était par exemple à la demande de la femme de ce monsieur. Mais du coup, Alors, c'était une prescription d'abord du médecin rééducateur et en fait, au travers d'une évaluation de ses fonctions cognitives, a été abordé le sujet du repas. Parce qu'entre ce que le médecin voulait travailler et l'impact réel au quotidien chez cette personne-là, en fait, il y avait une énorme différence. Donc, il faut, pour faire participer le patient à sa rééducation, il faut qu'on colle d'abord à un de ses besoins. Souvent, c'est un peu de négociation. On dit, d'accord, j'entends que vous voulez travailler ça, mais le médecin voudrait travailler ça. Est-ce qu'on peut travailler l'un et l'autre ou l'un après l'autre et souvent, ça fonctionne, mais il faut d'abord coller aussi aux besoins de la personne. merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, Je passe au suivant. ouais. Alors là, je vous parle de Monsieur Pas Envie. Alors, c'était Monsieur Pas Envie d'avoir de l'aide. Donc, c'est un monsieur pour qui je suis intervenue à domicile. Donc, c'était sa sœur qui m'avait appelée en me disant j'ai vu avec son médecin traitant, il faudrait venir voir mon frère parce qu'en fait, il est en train de faire les démarches pour s'acheter un scooter électrique, mais on pense qu'il lui faudrait plutôt un fauteuil roulant électrique. Donc, la première demande, c'était ça. Donc, ce monsieur, lorsque je l'ai rencontré, c'était quelqu'un qui vivait seul à domicile, donc qui avait 71 ans. C'était un ancien menuisier. Et lui, en faisant un peu le bilan et en discutant avec sa sœur autour du repas, elle me disait qu'il était censé faire son suivi dextro seul, mais elle se rendait compte qu'il ne remplissait pas son petit carnet. Lorsqu'il avait les entretiens avec le médecin, en fait, il esquivait. Il disait oui, si, tout est bon. Alors, ce monsieur-là, en fait, avait des difficultés parce qu'il avait des séquelles, une atteinte basse de la moelle épinière, ce qui avait pour conséquence, en fait, ce monsieur pouvait faire ses transferts. Donc, faire ses transferts, c'est-à-dire il pouvait sortir de son lit, tenir un petit peu debout pour passer assis dans son fauteuil roulant manuel. Il pouvait faire, par exemple, la même chose vers le siège de la douche, vers les toilettes, mais par contre, il ne reste pas longtemps debout. Il avait une autonomie à la marche, je dirais, dans sa maison, c'était 3-4 mètres sans être trop essoufflé et sans douleur, mais il passait le plus clair de son temps en fauteuil roulant manuel. Il avait aussi perdu beaucoup de poids. Ça se voyait dans son fauteuil roulant manuel. En fait, il était devenu trop grand. Et donc, sa sœur m'expliquait qu'elle avait mis en place, en fait, des repas livrés à domicile, parce qu'elle, elle habitait pas très loin, mais elle ne pouvait pas non plus venir tous les jours. Donc, il avait le portage de repas à domicile midi et soir. Et lorsqu'en fait j'ai fait l'évaluation avec ce monsieur, donc sa sœur était présente au tout début de l'entretien, puis après j'ai demandé à rencontrer monsieur tout seul. Et là en fait il me dit ah non mais on arrête là tout de suite, moi j'ai besoin de rien, j'ai toujours fait tout seul, je me suis toujours débrouillée seule, elle s'inquiète trop pour moi, voilà. Et là donc j'ai abordé du coup le sujet du scooter fauteuil roulant électrique, pourquoi il partait plus sur un scooter qu'un fauteuil roulant électrique. Et de là, en fait, je me suis rendu compte que ce monsieur, il avait envie de sortir de chez lui, de partir un peu prendre l'air. Et en fait, il était parti sur le scooter électrique parce qu'en fait, ce monsieur, il s'était limité à ses transferts donc de son lit à son fauteuil roulant manuel toute la journée parce qu'en fait, lui, il n'avait pas d'intérêt à l'intérieur de la maison. Voilà. Nous avons donc abordé ce sujet-là, puis nous avons aussi abordé un petit peu les repas. J'ai parlé un peu des dextros. Et là, il me dit en rigolant, il dit non mais regardez mes mains. Et là, il soulève bien ses mains, donc j'avais bien vu, mais c'était pour accentuer ça. En fait, ce monsieur, un ancien menuisier, un jour a eu un accident de travail et en fait, il était amputé en fait du pouce, donc il lui manquait la dernière phalange du pouce. Il lui manquait totalement l'index et il lui manquait en fait P2, P3 du majeur, donc amputation complète index majeur. Donc, il me dit, mais est-ce que vous avez déjà essayé avec mettre ces toutes petites bandelettes là dans ce stylo? Enfin, voilà.
Donc, il y avait déjà cette problématique-là. Donc, il était assis toute sa journée dans son fauteuil roulant manuel. Et puis, quand on parlait aussi autour du repas, il me dit, de toute façon, j'ai mal à l'estomac et puis j'ai du mal à digérer. Donc, en fait, il n'y avait pas vraiment d'intérêt autour de ce repas-là. Et puis, il m'a clairement dit, j'ai aussi perdu l'envie de cuisiner. Le fait d'être en fauteuil roulant, c'est pas comme avant. Moi, avant, j'étais debout, je me déplaçais, j'étais fort. Enfin, il y avait vraiment toute une notion de j'ai pas fait le deuil de ce que j'étais capable de faire avant et ce que je fais aujourd'hui. Alors, pour vous montrer un petit peu juste ce monsieur-là, donc les photos que je vous présente là, ce n'est pas le monsieur dont je vous parle parce que je n'avais pas pris de photo à l'époque, mais j'ai vu un autre monsieur à peu près dans le même cas. Quand il était au fauteuil roulant manuel, ce monsieur, dans la photo de gauche, il était vraiment installé en bascule, comme dans un canapé. Donc, j'ai identifié avec le triangle jaune l'espace qu'il y a au fond du fauteuil. Et ce qui fait, en fait, le monsieur dont je vous ai expliqué avant le parcours un petit peu, c'est un monsieur qui a été aussi assez bedonnant. Il avait en fait le ventre vraiment extrêmement détendu et donc un ventre plus prononcé que le monsieur qui est là. Et ce monsieur, je lui ai proposé, comme je savais qu'il était capable de faire ce transfert, de le mettre dans une chaise, ce qu'on appelle une chaise cuisine. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à droite, dans la photo de droite, la chaise, elle a une légère inclinaison vers l'avant. Et ce qui fait que ça rebascule le bassin de la personne dans une bonne posture et ça redresse tout le tronc. Donc, je vous montre la chaise vue de face, elle est là. Il y a une légère inclinaison et en fait, elle est réglable en hauteur. Donc, on est très proche d'une position assis debout. Et souvent, les gens apprécient pour pouvoir éplucher ou être face à l'évier ou au-dessus de la plaque de cuisson pour pouvoir surveiller les repas. Et comme elle est plus haute, les gens vont plus facilement aller vers la station debout, même si c'est moins d'une minute pour surveiller ce qu'il y a dans la casserole et se rasseoir. Et ce monsieur, on a essayé ça. Et pour le repas, en fait, il m'a tout de suite dit, il me dit, mais il dit, j'ai pas l'estomac pincé de la même façon. Et donc, on a un petit peu soulagé le mal d'estomac. Donc, voilà ce que j'ai fait pour lui. On avait bilanté aussi l'équilibre de vie quotidienne. En fait, moi, je me suis rendu compte que ce monsieur, il passait beaucoup de temps en fauteuil roulant manuel, mais il avait une très, très bonne capacité à se déplacer, en fait, avec des appuis dans sa cuisine. Donc, je me souviens qu'on avait un petit peu rapproché sa table des plans de cuisson et de son frigo. Et puis, on avait mis en place alors, ce n'était pas un déambulateur, c'était une petite desserte de cuisine avec des roulettes. Et en fait, il déplaçait, il la prenait en fait un peu comme appui pour pouvoir se déplacer. On avait choisi une avec un frein poignet sur le côté. C'est ça que je ne l'ai pas mis en photo. C'est quelqu'un aussi, à côté de ça, il a accepté après de travailler un petit peu les manipulations pour revoir sa dextro. Et en fait, on avait modifié un petit peu son stylet pour qu'il soit stable, parce qu'en fait, il avait la marque qu'il avait, elle était assez ronde et c'était assez instable. Donc, on lui avait fabriqué un support qui stabilisait pour venir mettre la languette de la main qui n'était pas amputée. Voilà. Et puis, pour reprendre un petit peu goût au repas, il y avait quand même un côté effrayant pour lui, le fait de ne pas l'avoir fait depuis si longtemps. Donc, sa sœur avait l'habitude de venir faire un peu de ménage chez lui. Donc, il a accepté en fait de se réessayer au repas, quand moi je n'étais pas là, à des moments où sa sœur était présente à faire le ménage chez lui. Et puis, par après, j'ai appris qu'elle mangeait aussi avec lui. Enfin, voilà. Il y a eu un attrait en fait autour du repas qui a été redonné et ce monsieur en fait a repris un petit peu à cuisiner seul. Et puis après, l'accompagnement a duré un peu plus longtemps puisqu'on a été jusqu'à l'acquisition du fauteuil roulant électrique. Voilà pour ce monsieur. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ok. Bon, je peux présenter un dernier cas. J'ai une question, mais vous m'entendez? Oui. Au niveau du matériel, en fait, comment ça se passe au niveau des prises en charge? Tout est pris en charge par la sécurité sociale? Il y a un coût résiduel à chaque fois? Oui, voilà, c'est ça. Non. Au niveau de la sécurité sociale, il y a très peu d'aides techniques qui sont financées. La seule aide technique autour du repas que je connaisse qui soit financée, c'est le couteau fourchette Nelson. Et encore, il faut qu'il soit, alors je vous le montre vite fait. Non, je ne peux plus me passer. Alors,
Le couteau fourchette Nelson, est-ce que vous voyez ici en bas à gauche? Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Oui, oui. Alors, ce couteau-là, il existe, il peut avoir un financement. Alors, je dis bien il peut avoir. Si, seulement si, il est en couteau canif, c'est-à-dire que la lame se replie dans le manche. Mais il faut savoir que l'aide financière de la sécurité sociale sur le couteau canif, en fait, le restant à charge va être de la valeur de ce couteau-là sans étant canif. Ouais, d'accord. Donc, l'un dans l'autre, la personne, elle a quand même 25 € à charge. Mais autour du repas, je ne connais pas, en fait, d'aide technique remboursée par la sécurité sociale. D'accord. Donc, certaines fois, quand les gens ont des dossiers MDPH, ça peut passer, en fait, dans la prestation, en fait, aide technique en compensation du handicap. Mais autour du repas, c'est quand même assez souvent du petit matériel. Et puis, certaines fois, dans les couverts courants du quotidien, on peut quand même trouver des choses qui peuvent pallier. Enfin, ça dépend de type d'aide technique. Ouais. Mais je vous expliquerai quand je vous montrerai toutes les aides techniques au repas. Il y a beaucoup de choses, on peut en trouver dans le quotidien. D'accord. Par contre, la chaise cuisine, par exemple, elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. D'accord. D'accord. Et le coût environ d'une chaise comme ça? Une chaise cuisine neuve, je crois que c'est entre 65 et 75 €. Après, maintenant, il existe de plus en plus de personnes qui vendent ces chaises-là. Ces chaises-là ne sont pas, elles ne sont pas personnalisées, c'est-à-dire que on ne va pas l'acheter avec différentes largeurs ou différentes hauteurs. Elle est réglable en hauteur, elle est réglable en largeur, mais la taille réelle du coussin et la taille réelle du dossier sera toujours la même. L'espace entre les accoudoirs sera réglable, la hauteur sera réglable. Et maintenant, en fait, moi, j'en trouve des fois, les gens en achètent sur Le Bon Coin ou sur... il y a une association qui s'appelle Envie Autonomie, qui est sur beaucoup de régions de France et qui, en fait, récupère... c'est des dons, Enfin, c'est des dons. Oui, comment c'est? En fait, c'est de la seconde main. Et donc, ils les remettent en bon état et ils les revendent à beaucoup moins cher. Elles sont accessibles. C'est Envie Autonomie, c'est ça? Envie Autonomie. Ok. Il y en a sur la Bretagne, les Pays de la Loire, il y a 44, 85, 49. Ok. On a deux questions aussi dans la discussion. La première, donc, c'est Émilie Legal qui nous demande comment est financée l'intervention de l'ergothérapeute dans le parcours d'Enut. Je me permets de répondre pour cette question. Du coup, le parcours d'Enut, c'est un parcours qui dure 4 mois. Et donc, l'ergothérapeute peut intervenir selon les besoins du patient. Et du coup, on a une enveloppe pour ces interventions de 120 €. Après, donc, c'est 4 mois total de parcours du patient. Mais l'ergothérapeute est libre, comme les autres professionnels d'ailleurs, de s'organiser comme il le souhaite. On recommande au moins deux rencontres avec le patient. Puis après, ça peut aussi être des suivis téléphoniques ou voilà, c'est vous qui voyez. Et après, si jamais, dans le cadre du parcours d'Enut, ce n'est pas l'ergothérapeute qui a été missionné sur ce forfait-là, il existe des équipes d'appui sur chacun des territoires en région et les équipes d'appui peuvent intervenir au domicile du patient avec une ergothérapeute qui, pour le coup, est financée par l'ARS. Donc voilà, le territoire est assez bien maillé de ce point de vue-là. On a une remarque aussi, d'autres sources de financement des aides techniques existent, mais nécessitent l'accompagnement social ou d'un ergo pour justifier de cet usage. Oui, tout à fait. En fonction, on peut avoir en fait des aides exceptionnelles de la part de la sécurité sociale, mais là, donc, il faut monter le dossier, il faut un argumentaire de l'ergo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'argumentaire va permettre à la personne d'avoir peut-être un financement exceptionnel des aides techniques, mais le bilan ergo restera à sa charge. Donc, certaines mutuelles vont aider la personne à financer le bilan, mais plus souvent, on a des aides sur un accompagnement, sur un suivi régulier, mais le bilan reste souvent à charge de la personne si ce n'est pas dans un parcours, en fait. Voilà. Donc, autre chose, en Mayenne, il y a My Autonomie qui permet l'accompagnement gratuit pour les personnes de plus de 60 ans. C'est l'équipe. Ouais. Et du coup, Alors, oui. Oui. Pour les plus de 60 ans, en fait, il y a beaucoup de territoires. Il y a
ce qu'ils appellent les équipes écarts, qui sont financées soit par Les les EAR, oui. établissements. Mm. Voilà. Mais souvent, c'est un bilan et il n'y a pas forcément de suivi il y a souvent un ou deux rendez-vous. S'il y a un temps de rééducation, de remise en situation, ce n'est pas forcément ces équipes-là qui vont suivre. Ça dépend du fonctionnement de chacun. Et du coup, dernière question, quels ergos font partie du parcours des NUT? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ergothérapeutes déjà libéraux dans la région des Pays de la Loire, puisque là, du coup, c'est un parcours que peuvent rejoindre en fait les professionnels libéraux. Donc, pour le moment, nous avons un ergothérapeute, une ergothérapeute, qui est Noémie, qui nous présente ce webinaire. Mais on serait ravis d'en avoir plus pour pouvoir proposer un plus large panel aux patients. Mm. Donc, si vous en connaissez, dites-leur. Est-ce que justement les équipes écart, moi je suis dans le 85, donc je connais l'écart. Oui. Est-ce que les intervenants, en particulier les ergothérapeutes de l'association, sont informés en fait de DNUT Oui, alors de manière à pouvoir recruter peut-être plus aisément, parce que finalement, des ergothérapeutes en libéral, il n'y en a peut-être pas non plus il y en a pas énormément beaucoup. finalement. Voilà, donc déjà d'un nombre limité, forcément, Oui, on alors en du coup, aura d'autant moins dans le dispositif. nous, on a rencontré quelques EAR déjà, Quasiment toutes, hein, maintenant. Ouais. quasiment tout, parce qu'on a encore des rencontres à venir. Donc là, le but, c'est vraiment de communiquer au plus large auprès des EAR pour qu'ils soient au courant du coup de la démarche. Et l'écart spécifiquement, oui, on l'a rencontré la semaine dernière. Ok, merci. Et je vous présente un dernier, du coup, donc une dernière personne. En fait, c'était Madame Parfum. Donc, je la nomme Parfum parce qu'en fait, c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible aux odeurs. Dans son parcours de vie, c'est quelqu'un qui avait vendu du parfum. Et donc, elle nous parlait toujours de la senteur des plats, de nos parfums. Elle nous disait, ah, ta lessive, elle sent bon. Enfin, elle était vraiment capable de dissocier tout ça. Donc, c'était une dame pour qui je suis intervenue, en fait, à la demande de l'équipe du portage qui a alerté le médecin et la famille en disant, en fait, oui, on vient mener le repas, mais il y a plein de choses qui nous paraissent quand même qui ne nous vont pas. Donc, dans leurs observations, c'était certaines fois, en fait, on vient, elle n'est pas réveillée pour le repas du midi. Certaines fois, elle ouvrait et elle était totalement dénudée, aucune inhibition. Elle avait, par exemple, en fait, certaines fois, elle leur claquait la porte au nez en disant, mais c'est pas la peine, on m'a fait des courses. Certaines fois, en fait, elle se rendait compte que les valisettes n'étaient pas ouvertes. Ou même, certaines fois, comme elle n'ouvrait pas, elle déposait la valisette devant la maison et la personne ne venait pas les chercher. Donc, ces dames-là n'avaient pas de diagnostic à l'époque. C'était une petite maison pas loin d'un EHPAD et il y avait un portage de repas donc, tous les midis. Quand moi, je suis intervenue pour l'évaluation ergo, c'est quelqu'un qui était désorienté dans le temps. Son plus grand besoin exprimé, ça a été « je suis toute seule, personne ne vient me voir ». Et puis, elle disait, de toute façon, pourquoi manger, étant donné qu'il n'y a personne qui était avec moi. Enfin, il y avait vraiment tout un contexte de solitude qui impactait le repas. En allant un petit peu plus loin, cette dame, en fait, avait des difficultés dans la perception visuelle, le contraste fond-forme, les couleurs. Dans les exemples, par exemple, c'est quelqu'un qui ne voyait pas un yaourt dans un pot blanc. D'accord ? Au niveau manipulation, planification, elle était tout à fait capable de nous dire, mais bien sûr que je sais faire cuire des pâtes, il faut faire comme ci, comme ça, puis elle me détaillait tout. Et puis par contre, au moment de me montrer où se trouvait la casserole, où se trouvait le paquet de pâtes, eh bien, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un, quand les portes de placard étaient fermées, n'avait pas l'initiative d'aller chercher derrière la porte de placard. Donc, c'était la même chose pour le frigo. C'était la même chose pour la mallette de repas. Des fois, elle me disait, oh, vous avez vu, on m'a amené une belle boîte. Elle est belle, cette boîte. Alors, elle me parlait de choses de sa boîte, mais par contre, elle ne l'ouvrait jamais. Voilà. Quand les choses n'étaient conditionnées dans des contenants opaques,
elle ne reconnaissait pas. Donc, des boîtes de conserve, même le dessin, ça ne lui parlait pas. Par contre, quand on était dans des boîtes en verre, elle les voyait. Donc, voilà. Je vous montre ce qu'on a fait pour elle. En fait, déjà, pour ouvrir les placards, c'est une personne pour qui on a mis des photos. Ça a fonctionné un temps parce qu'après, en fait, il y a des troubles praxiques. Très bien. Elle trouvait par exemple la tasse ou le couteau, mais de là à l'utiliser correctement, c'était devenu en fait, au fur et à mesure des mois, ça devenait très compliqué. En fait, c'est quelqu'un qui, à la suite du suivi avec les enfants, a été décidé de l'inscrire en fait en accueil de jour. Et on a choisi la journée pour qu'elle vienne en fait sur le temps où il préparait le repas. Et donc, cette dame-là, elle y allait. Donc, ça commençait au départ, je crois que c'était 1 ou 2 jours par semaine. On a augmenté à 3. Et puis, très rapidement, il y a eu une place qui s'est libérée. Ça n'a pas duré très longtemps, le suivi à domicile, en fait. Ça a été vite basculé vers l'EHPAD. Mais ce qui en ressortait, c'est qu'au PASA, on répondait à sa demande en fait, de convivialité. Elle qui s'était en plein de solitude se retrouvait dans un groupe. Elle a même été un élément moteur dans ce groupe-là. Il y avait une dynamique quand elle était là. Elle y a pris énormément de plaisir et c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de remarques et de commentaires sur l'odeur. Ça sent bon. Je sens que je vais bien manger. Eh bien, tout ça, ça prouvait qu'on était dans le vrai. Elle, ce qu'elle voulait, c'était être dans toute cette ambiance repas, en fait. Et puis, c'est quelqu'un, on s'est rendu compte aussi qui mangeait par effet miroir. Si elle se retrouvait à table et qu'il n'y avait pas quelqu'un vraiment face à elle, elle ne mangeait pas. Et puis, à chaque fois qu'elle était dans l'épluchage, c'est quelqu'un qui croquait dans tout ce qu'on pouvait lui donner en main. Elle croquait dans la carotte, le concombre. Donc, il y avait vraiment un côté manipulation qui était stimulant pour elle. Au niveau de l'accompagnement familial, le temps en fait où elle a continué à être à la maison, les enfants ont décidé en fait de venir à tour de rôle manger avec elle le soir. Et lorsqu'elle ne pouvait pas manger, lorsque la famille ne pouvait pas l'accompagner à manger les repas, en fait, ils avaient organisé pour qu'ils apportent le repas le jour même et non pas la veille dans un frigo. Et en fait, on l'avait mis dans une assiette qui soit rouge ou bleue pour qu'il n'y ait pas de confusion en fait entre l'assiette et l'aliment qu'il y avait dedans pour qu'elle puisse bien le percevoir. Et on avait mis en fait une cloche transparente par-dessus parce qu'on s'est rendu compte, au départ, on mettait dans un contenant en verre avec un couvercle plastique. Et en fait, elle n'était pas en mesure, quand elle était seule, d'ouvrir le couvercle. Un jour, par exemple, on s'était rendu compte qu'avec sa fourchette, elle avait essayé de percer elle avait trouvé une fourchette sur le plan de travail et elle avait essayé de percer le couvercle. Voilà. Et puis, on a fini par... il lui préparait des repas froids. Donc, il y avait c'était sous forme de tartes salées. Et il lui faisait des petits muffins aux légumes. Enfin, ils ont fait comme ça, en fait, pendant un certain temps pour lui permettre de le manger main. Parce que même si on lui mettait les couverts à côté de l'assiette sur un plan de travail, elle ne mangeait pas. Donc, voilà pour cette dame. Et je vous ai mis en photo quelques aides techniques qui existent, que vous pouvez rencontrer. Et alors, des fois, en fait, les gens ne savent pas. Quand ils viennent aider, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, je vous ai mis, par exemple, la fourchette Georgette. C'est le couvert unique. En fait, en un seul... je ne sais pas si vous me voyez à la vidéo. On me voit ou pas à la vidéo? Oui, on voit. Enfin, en tout cas, moi, je vous vois. Moi, j'en ai une dans la main. En fait, c'est un couvert unique, c'est-à-dire qu'elle est incurvée comme une cuillère, mais au bout, vous avez de quoi piquer. Donc, que la personne, si elle l'utilise comme une fourchette ou comme une cuillère, elle pourra manger. Et il y a un bord, en fait, qui est un petit peu émoussé, comme la fourchette Knock ici, celle-ci, et comme le couteau. Mais on est bien d'accord, c'est pour des choses qui se déchirent. Donc, ça va être du poisson, ça va être du jambon blanc, des rôtis, des tranches de rôtis froids, par exemple. Mais si c'est une bonne bavette, un rôti froid qui est trop épais, ça ne coupera pas. Hein. Et dans l'idée, alors, la mienne, elle ne l'est pas, mais dans le couvert Georgette, il y a aussi, c'est creusé dans le manche. Et ça permet de faire aussi petite cuillère. Si la personne, elle se trompe et qu'elle prend la fourchette comme ça, elle pourra quand même manger et amener à la bouche.
Il y a aussi des couverts lestés, grossis, coudés. Donc, à chaque fois, ça répond à une problématique particulière. Si c'est un couvert grossi, si on a grossi le manche, c'est parce que la personne, en fait, elle n'est pas capable de prendre à 3 doigts. Elle va venir prendre globalement. Et c'est pour que ce soit plus stable dans sa main. Dans les manches grossies, certaines fois, on met du poids. Donc, par exemple, là, moi, vous n'allez peut-être pas le voir, mais dans ma boule, hop, je rajoute du poids dans les éléments. Donc, ça va être pour les gens qui vont trembler, par exemple. Il y a des gens, en fait, ils vont prendre le couvert, le mettre prendre dans l'assiette et le nez à la bouche. Eh bien, en fait, ils vont trembler. Le poids dans le couvert va stabiliser. Donc, ça va leur permettre de manger. Parce que certaines personnes sont très gênées de manger en mettant partout aussi. Là, il y a le bracelet métacarpien. C'est quand les gens ne peuvent plus du tout fermer la main. C'est des mains, par exemple, chez les gens qui ont des maladies de Charcot-Marie-Tooth, des tétraplégiques, et puis des personnes qui n'ont plus l'idée de fermer la main. Ça peut être aussi de mettre le couvert glissé dans le bracelet. Là, je vous ai montré aussi des verres, différents verres. Donc, là, à gauche, vous avez le verre à échancrure nasale. Moi, je vous montre celui-ci. C'est le même à échancrure nasale. Voilà. Donc, on boit comme ça. Il a 2 poignées. Donc, c'est pour les gens qui vont faire comme ça. Et c'est pour ceux aussi qui vont faire comme ça. Voilà. Et puis, celui-ci, à la différence de celui qui est en photo, c'est que vous avez un endroit où vous pouvez coincer une paille. Donc, si la personne, elle n'a pas l'idée de boire et renverser et que par habitude, elle a pris la paille, parce qu'il y a des gens qui boivent à la paille. Après, moi, j'évite que ça peut créer des fausses routes aussi. Mais voilà, ça peut être une paille qui tient toute seule au verre. Et là, je vous montre aussi le verre Testi. C'est quelque chose qui est ultra léger. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait lester pour stabiliser les tremblements. Mais il y a des gens, le fait de remplir un verre, c'est déjà trop lourd. Donc, le verre Testi, c'est comme un verre à pied que vous pourriez avoir chez vous. C'est que la personne, elle va mettre la main sous le contenant. Donc, pour des gens qui ont en fait des difficultés d'épaule et qui ne peuvent pas suffisamment soulever jusqu'à la bouche, en fait, le contenant va se retrouver un petit peu plus haut. Donc, ça va leur demander moins d'efforts. Et il a la particularité d'être évasé, contrairement à un verre ballon qui va être refermé. Donc, rarement, il en reste au fond. Les gens arrivent facilement à le vider. Et le fait qu'il y ait cette barre rouge, en fait, visuellement, les gens arrivent à l'attraper. Et c'est très, très gros comparé à un pied de verre ballon où c'est aussi fin qu'un crayon. Mais après, les verres ballons, les gens les prennent souvent comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils vont faire comme ça, ils vont stabiliser. Donc voilà, ça après, c'est des petites aides techniques qui existent. La tasse anti-renversement, c'est pour éviter qu'ils se salissent. Et puis après, les rebords assiettes. Alors, je vous montre sur une assiette bleue, en fait. Tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai précisé, mais il n'y a aucun aliment qui est bleu, donc les gens, en fait, ne peuvent pas confondre. Alors que si vous choisissez rouge, de la tomate sur du rouge, des fois, les gens ne le voient pas. Et voilà, l'antidérapant ou le set de table qui peuvent agrémenter l'installation au repas. Voilà un petit peu tout ce que l'ergot peut faire autour d'une personne. Et donc, j'ai fait une petite synthèse juste pour vous dire du coup que l'acte de manger n'était pas simplement d'apporter à la bouche. On s'est rendu compte qu'il y a plein d'environnements qui peuvent impacter en tout cas le repas. Et ce qui va être vrai à l'instant T, il n'est peut-être pas 15 jours après, il n'est peut-être pas 3 mois après. Donc, très souvent, il faut être capable de réajuster tout ça. Il faut être attentif en fait à tout petit changement. Et puis, voilà, j'ai mis la définition de l'ergothérapeute dans sa globalité. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas tous endormis. Merci beaucoup. Non, c'était super, très intéressant. On a une remarque dans le chat. Ce qui est important, c'est bien l'évaluation avant l'essai des aides techniques, car combien de fois des soignants cherchent à proposer des systèmes qui ne correspondent pas aux besoins et épuisent les personnes qui ne seront plus favorables aux essais ciblés accompagnés par l'ergo ensuite. Donc ça, je suis tout à fait d'accord parce que trop souvent, j'ai vu des gens dire « Ah mais si, ça marchait avec un tel, donc ça marchera ». Eh bien non, tout le monde n'a pas la même problématique. Donc l'évaluation est très très importante. Je suis d'accord. Il faut personnaliser en fait nos approches. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il y a une question... ces couverts et assiettes d'aide au repas sont-ils utilisés en milieu hospitalier? Oui, tout à fait. Tout à fait. Normalement, alors,
Par expérience dans le milieu hospitalier, allez fouiller au fond des placards. Qu'est-ce qu'on trouve des choses et d'un seul coup on dit mais qu'est-ce que c'est? Et non, il y a plein de choses en milieu hospitalier. Oui, je confirme. Et si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Noémie, pour la présentation. Tu as aussi des remerciements dans le chat. Je te laisse regarder si... Ça marche. Bonne continuation à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci à vous.